Ça attaque la liberté d'expression, il y va fort ? Il y va un peu fort et surtout, ce n'est pas totalement exact parce que la loi vise à empêcher de faire l'apologie du terrorisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous n'avez pas le droit de dire tiens, on encourage les actes qui ont été commis, par exemple, pour le 11 septembre 2001. On n'a pas le droit de dire aussi que ce qui s'est passé lors du 13 novembre 2015 est une bonne idée ou faut encourager ce type d'action. Il ne faut pas également dire que les actes du Hamas du 7 octobre 2023 vont dans une bonne lignée. Qu'est-ce que vise cette loi? Cette loi vise à encadrer la liberté d'expression parce qu'on considère que dans l'espace public, on parle de l'espace public, on ne parle pas de l'espace privé. Il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qui sont criminalisées, il y a des choses qui relèvent de la liberté d'expression et des choses qui relèvent du délit. Oui, mais on considère la Palestine. Mais justement, on va y arriver, sur le cas de la Palestine. On considère, dans l'espace public, qu'il y a des choses qui ont le droit d'être dites et des choses qui n'ont pas le droit d'être dites. En France, on n'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, la liberté d'expression est absolue. Nous, on a considéré que le législateur devait encadrer la liberté d'expression. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque vous voulez supprimer le délit d'apologie pour le terrorisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous voulez désarmer les différentes législations qu'on a mises en place pour lutter contre le terrorisme islamique. Il faut quand même rappeler que lorsqu'on était en 2015 et lorsqu'on avait Daesh, beaucoup de personnes qui partaient en Syrie et en Irak allaient sur des sites internet qui encourageaient à ce type d'action. Et comme on a voulu empêcher ces personnes-là de partir là-bas, on a mis en place ce type de dispositif pour empêcher de soutenir des actions qui ne vont certainement pas dans le bon sens, je pense. Et enfin, il y a un dernier point, c'est aussi une question de forme. C'est-à-dire qu'on arrive sur un moment où on arrive quelques années après le 13 novembre 2015. On arrive en plein procès de Samuel Paty et des députés ont peut-être d'autres choses à faire que vouloir encourager et supprimer le délit d'apologie contre le terrorisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le soutien à la Palestine, c'est de l'apologie du terrorisme? Justement, on arrive sur un point. Si par cas vous supprimez le délit d'apologie contre le terrorisme, ça veut dire que vous voulez légaliser l'apologie du terrorisme. Il y a une différence. C'est l'utilisation qu'on en fait. Il y a une différence entre soutenir la Palestine et dire que ce qui s'est passé le 7 octobre ou les actions du Hamas sont légitimes. Mais justement, c'est peut-être un peu plus flou. Le gouvernement. Non mais vous confondez la plupart des choses. Quand Darmanin interdit une manifestation, il ne le fait pas pour ne pas défendre la Palestine, il le fait pour des questions de troubles à l'ordre public. C'est le seul motif qu'on peut utiliser pour interdire au préalable une manifestation. Oui, mais le sujet, c'est pas celui-ci. Le sujet, c'est celui de l'apologie pour le terrorisme. On ne parle pas de la question du 7 octobre, on parle de l'ensemble des apologies en faveur du terrorisme. On parle du terrorisme. Il faut peut-être définir ce qu'est l'apologie du terrorisme. Mais c'est défini par la loi. La question du soutien à la Palestine. Avant 2014, l'apologie du terrorisme était condamnée déjà, mais sous le régime du droit de la presse. Et quand vous avez cité le propos de Marc Trévidic, ce qu'il dit, c'est pas que le délit n'est pas défini, c'est que vous dites que les peines d'emprisonnement ne sont pas proportionnées par rapport au délit. Mais c'est-à-dire que le délit est bien caractérisé. C'est-à-dire que les personnes ont bien commis des apologies pour le terrorisme. Est-ce que vous voulez... Oui, mais alors, dans ce cas-là, le problème, c'est pas le fond de la définition. Le problème, c'est que vous pensez que les peines ne sont pas proportionnées à ça. Moi, je pense que pour lutter contre le terrorisme, il ne faut pas encourager des personnes qui... Alors, Émilie, je vais vous laisser répondre. La question de la peine, mais le sujet essentiel, c'est que si par cas, vous supprimez... Depuis le 7 octobre, il y a quand même un problème. Si vous supprimez le délit d'apologie contre le terrorisme, ça veut dire qu'en fait, vous légalisez l'apologie pour le terrorisme. C'est pas le supprimer, c'est revenir à l'état antérieur de la loi. C'est-à-dire que ça tombe sous le coup du droit de la presse. Il faut pas mélanger les deux. Il y a une différence. Comme par hasard, c'est parce que c'est un homme politique et qu'il a... Il y a d'autres personnes. Il y a une différence entre soutenir la Palestine, qui est tout à fait légitime, et il y en a une autre que celle d'encourager les actes du Hamas, de dire que ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas très grave, et encore une fois de dire qu'effectivement les actes qui sont passés relèvent du négationnisme ou encore de l'apologie du terrorisme. On a compris que ces questions... le sujet essentiel, c'est celui-ci. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a une confusion qui est faite de la part de ceux qui veulent défendre la proposition de loi, qui est en train de dire qu'en fait certains disent si par cas vous voulez défendre la Palestine, vous êtes automatiquement appalgué comme faisant de l'apologie pour le terrorisme. Non, il y a une différence entre ceux qui défendent pleinement la Palestine pour avoir un État, en raison des actes de guerre qui sont commis, etc. Et il y a une différence à celle de soutenir le Hamas ou d'autres organisations qui relèvent et qui veulent combattre la France ou qui veulent combattre les alliés de la France. Je pense qu'il y a eu un rééquilibre. Mais regardez, en France, on a considéré depuis le début que la liberté d'expression devait être encadrée à la différence des États-Unis. Vous en conviendrez avec moi. Donc on a mis un certain type de loi, comme la loi Guesso, qui interdit dans le débat public certaines expressions. Et on fait une différence très claire entre ce qui relève de la liberté d'expression et ce qui relève du délit, voire d'un crime. Et si par cas, vous avez des personnes qui arrivent sur un plateau télé qui disent des insultes racistes, est-ce que vous considérez que ça relève de la liberté d'expression? Non, on considère que non. Et si par cas, avec quelqu'un vient, il dit Salniakou, etc., on considère que c'est un délit. Et bien, ça relève du racisme. Si par cas, on criminalise quelqu'un en raison de son orientation sexuelle, en raison de sa race, etc., on considère que c'est un crime. Par contre, ce que vous proposez, c'est que
tout ce qui relève de l'apologie contre le terrorisme ne doit pas être criminalisé et ne doit pas relever du délit. Et c'est ça la différence. Moi, je pense que si par cas on veut lutter contre le racisme, si par cas on veut lutter contre le terrorisme, si par cas on veut lutter contre le négationnisme, on considère que certains propos n'ont pas à relever du débat public. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais pas dans le cadre d'un débat public qui doit être politisé et encadré dans la liberté d'expression. Sinon, vous laissez place à tous les dérives. Et je pense que vous deux, de ce que j'ai vu, en tout cas sur vos publications, vous êtes contre les dérives du fait qu'il manque de régulation sur Twitter et sur X. On ne peut pas être pour la régulation de X ou Elon Musk et en même temps laisser permettre l'apologie du terrorisme. De la nuance et de l'utilisation possible pour Michel Barnier. Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que quand on dit que c'est le RN qui arbitre, ce n'est pas totalement vrai. C'est l'addition du RN avec l'ensemble du NFP qui pourrait faire tomber l'ensemble du gouvernement, parce que le NFP en 193, le RN et ses alliés, donc Ciotti, 143. Donc mais ça sera forcément une motion de censure si le PS du NFP rassemblé par le RN. Mais si par cas le PS, du coup, sait que le RN va le voter, et donc du coup qu'ils ont fait tomber le gouvernement ensemble, c'est pas sûr que le PS et ses 65 députés votent ensemble, et dans ce cas-là on passe en dessous de la barre des 289 et on n'arrive pas sur la motion de censure. Le deuxième point, c'est qu'en fait Marine Le Pen est un peu embêtée sur le cas de Michel Barnier. Ça veut dire que d'un côté elle cherche la normalisation, la respectabilité et le soutien des acteurs économiques, comme ce qu'avait fait Giorgia Meloni en Italie, et de l'autre côté une grande partie de ses électeurs veulent une opposition plus forte au gouvernement Barnier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces 2-3 dernières semaines, on a eu un changement d'opinion sur Michel Barnier, sur la question de la motion de censure. Lorsque vous posiez la question par sondage, il y a à peu près vers début novembre, en tout cas fin octobre, c'était environ 30% des Français qui voulaient censurer le gouvernement. Maintenant, c'est 51-53% des Français. Qu'est-ce qui a changé? C'est que les électeurs du RN sont passés contre en raison des différents arbitrages qui ont été posés par Michel Barnier. Hausse de la fiscalité sur l'énergie, hausse de la fiscalité sur les carburants, hausse de la fiscalité par-ci par-là, attaquer les fonctionnaires, notamment les catégories C, etc. Et ceux-là, en fait, sont les électeurs du Rassemblement national. Donc, en fait, petit à petit, il y a eu une pression par le bas lorsque les députés du RN rentrent chez eux en se disant « tiens, il faut s'opposer au gouvernement parce qu'ils se sentent visés par le gouvernement Barnier ». Alors, quand on arrive sur votre question, qu'est-ce qui peut être dealé? Je pense que ce n'est pas une affaire de deal point par point, la différence de ce qu'avait obtenu Wauquiez. Wauquiez avait obtenu la revalorisation des pensions de retraite. Là, je pense que ce que souhaite Marine Le Pen, à peu près 3 fonctions. La première, c'est une fonction de reconnaissance. C'est de montrer à ses électeurs qu'elle est en train de se respectabiliser, qu'elle est en train de devenir un parti comme les autres, pour faire comme ce qu'a fait Meloni en Italie. Le deuxième point, c'est obtenir des arbitrages favorables, c'est-à-dire montrer à ses électeurs, regardez, voter pour des députés RN sert à quelque chose. Comme Laurent Wauquiez, quoi. Voilà, on doit obtenir un avantage ou deux. Donc, je ne sais pas si elle a quelque chose de précis en tête, mais montrer qu'elle obtient au moins quelques victoires symboliques. Ça peut être, par exemple, non pas sur le budget, mais par exemple, le vote de la proportionnelle ou la loi immigration, quelque chose comme ça. Le dernier point qu'elle veut, c'est montrer à Michel Barnier, je pense qu'il est toujours sur surveillance du Rassemblement national et que de ne pas le laisser devenir un peu pépère, où on a vu que, par exemple, l'arbitrage du Rassemblement national ne devenait plus l'objectif numéro 1 de Barnier, alors que c'était plutôt le cas lorsqu'il a été nommé il y a quelques semaines à Matignon. Qu'est toute cette affaire-là? Mais la question se pose quand même. Il y a deux problèmes. C'est la question de la date pour Marine Le Pen. C'est-à-dire que si par cas elle fait tomber le gouvernement, il n'y aura pas de nouvelles élections législatives avant septembre prochain. Parce que Emmanuel Macron ne peut dissoudre qu'en juillet, mais il n'y aura pas d'élection en juillet en raison des vacances d'été. Donc le Conseil constitutionnel... Ça va parler de la démission du président de la République. Ce n'est pas le même cas de figure. La démission du président de la République ne pourra intervenir qu'au moment où il pourra dissoudre. Parce que de toute façon, sinon vous avez un président de la République qui doit composer avec la même majorité que maintenant. Donc en fait, ça ne change strictement rien. Donc la question de la démission du président de la République... Il ne démissionnera pas, vous dites? Il ne démissionnera pas, en tout cas à minima avant septembre. Moi, je pense même qu'il ne démissionnera clairement pas. Le deuxième point, c'est la question de la date pour Marine Le Pen, parce que vraisemblablement, au vu des informations qu'on dispose, c'est que le tribunal rendra sa décision au premier trimestre 2025. Donc, c'est-à-dire que Marine Le Pen provoquerait une élection qui aura lieu soit après le premier trimestre 2025, soit une élection législative qui aura lieu au plus tôt en septembre 2025. Et dans ce cas-là, si par cas le juge suit le réquisitoire du parquet, elle ne pourra être candidate ni à l'élection présidentielle, ni à sa réélection comme députée. Donc je pense que du côté de Barnier, il y a peut-être un point qui est posé, c'est est-ce que Marine Le Pen veut véritablement dissoudre, enfin en tout cas faire tomber le gouvernement, ou est-ce que c'est juste un coup de pression pour obtenir quelque chose en retour? Un coup de pression et un écran de fumée. Il y a un autre point, c'est les sondages qui sont contradictoires à ce que vous dites. D'un côté, il y a 53% des Français qui veulent une motion de censure, mais il y a aussi des Français qui sont inquiets de l'instabilité politique et qui posent une question, si par cas Barnier tombe, on peut avoir une succession de gouvernements qui peut transformer la situation actuelle comme beaucoup plus dure, avec un point qui est porté. Il y a aussi tout de même 38% des Français qui veulent maintenir